Comme vous l'avez compris depuis que vous m'écoutez, peu de marques fabriquent elles-mêmes leur calibre à complication. Par exemple, Rolex, marque fondée en 1905, a attendu le début des années 2000 pour développer son propre calibre chronographe automatique de manufacture. Ils n'avaient même pas de calibre chronographe mécanique avant. Ils ont utilisé Valjoux et puis le Zénith pour avoir un chrono automatique qu'ils avaient légèrement modifié. Il y a d'autres exemples. À la fin des années 70, Omega dispose d'un calibre chronographe automatique qu'ils ont développé conjointement avec Tissot chez Lemania, le calibre 1040. C'est grosso modo l'évolution d'un 861, donc le mécanique qu'on retrouve dans la Speedmaster encore aujourd'hui, un peu plus large, qui intègre la fonction du remontage automatique, et puis il intègre la fonction de date. Voilà, il y a plusieurs choses qui changent, mais globalement la partie chronographe est à peu près la même que dans le 861. On le retrouve dans la Speedmaster Jedi par exemple. Mais dans les années 80, l'horlogerie suisse est en crise et ce calibre coûte très cher à fabriquer. Il faut donc réduire les coûts de production. Et donc le calibre 1040 n'est pas gardé pour être installé dans les prochaines Speedmaster automatiques. En plus de ça, Omega la veut petite, un modèle reduced comme ils l'appellent. Ils vont donc se tourner vers une autre solution. Ils vont emboîter de l'état 2892 avec une plaque additionnelle transformant ce calibre automatique, 3 aiguilles, en un véritable chronographe automatique. Et c'est pratique. Omega et ETA faisant partie du même groupe, le Swatch Group. Mais comment est-il possible de transformer un calibre 3 aiguilles en chronographe? Eh ben c'est facile. L'analogie qui m'est venue, c'est celle du tracteur. Quand j'étais petit, j'adorais les tracteurs. Je vivais à côté de chez un agriculteur et je passais mon temps dans son tracteur. Et j'adorais quand il changeait les outils qu'il pouvait mettre dessus. Il pouvait fendre du bois, il pouvait labourer bien sûr, il pouvait tirer une remorque, il pouvait pousser une remorque. Il pouvait faire des tas de choses. À part moissonner et ensiler, globalement, il pouvait faire tout le reste avec son même tracteur Fiat Agri qui sentait la poussière et le mazout. Eh ben vous m'avez vu venir, le 2892 c'est le tracteur et la laboureuse ou la fendeuse à bois c'est le module Dubois des Praz. Dubois des Praz c'est l'association dans les années 30 de Marcel Despraz et de son gendre Reynold Dubois. Ils ont depuis le départ la volonté de fabriquer de l'horlogerie compliquée. C'est d'ailleurs à eux que l'on doit le fameux et bon marché Landeron 48 qui équipe pléthore de chronographes des années 40 jusqu'aux années 60. C'est un mouvement qu'on trouve généralement sous la marque chronographe suisse. C'est un peu cheap et aujourd'hui un peu compliqué à réparer et pour avoir aussi des bons résultats chronométriques. Mais néanmoins, à l'époque, ça permettait à des gens qui n'avaient pas l'argent pour se payer un joli chronographe Universal ou Longines, d'avoir un chronographe en or et donc du coup de pouvoir mesurer le temps à leur poignet. Le Landeron 48, c'est le premier chronographe de poignet sans roue à colonne, avec une cam. Mais ils n'ont pas fait que du bas de gamme. C'est aussi à eux qu'on doit le fameux calibre 74 de chez Eberhardt. Et c'est un de mes chronos préférés, c'est une féerie, ce truc, il est hyper bien foutu, facile à restaurer, à entretenir, avec des très très bons résultats de chronométrie. C'est vraiment un pur bonheur ce calibre, donc ils n'ont pas fait que du cheap. En 1983, ils ont vraiment du nez, ils sentent le vent tourner avec le quartz, tout ça, vous connaissez l'histoire. Ils développent le module 2000, qui est un système additionnel qui peut équiper les calibres quartz comme les calibres automatiques. En fait, ça se monte à la place du cadran et ça tourne grâce à un pignon qui est placé à la place des aiguilles. Donc c'est hyper simple, le concept est génial, vraiment. En revanche, on va voir que la réalisation l'est moins. Ce module, il va être utilisé par tout le monde, par une constellation de marques suisses. Tag Heuer, Bulgari, Omega, Eberhardt d'ailleurs,
Et j'en oublie, parce que franchement j'en ai vu beaucoup, et j'en oublie beaucoup. En fait c'est un peu comme si toutes les voitures françaises, de toutes les marques, avaient le même 4 cylindres d'une seule marque. En fait c'est hyper étrange. Surtout que toutes ces marques nous vendent le fait main, la manufacture, le savoir-faire suisse. Mais au final, ils font rien. Ils ont un calibre état et un module du bois des Praz. C'est risible. Et c'est là où le storytelling, le marketing rentre en jeu. Parce que tout le monde va vous dire que ouais, c'est bien, tout ça, ça tient bien la route, le 2892 c'est super, tout ça. Mais non, en fait. C'est juste le nivellement par le bas de l'horlogerie suisse. Et quand on nous vend un chronographe Bulgari à je sais pas combien ça coûte, en fait on prend juste les gens pour des cons parce qu'on oublie juste qu'on nous vend un tracteur avec une charrue et qu'on est très loin de l'image de marque de sport automobile et de conquête spatiale auquel toutes ces marques veulent bien nous faire croire. Et outre le problème d'éthique que ce module implique, la manière dont il est créé, dont il a été pensé, dont il est produit est un peu tiré par les cheveux. C'est vraiment pas évident à réviser. J'ai plein de confrères qui ne nettoient pas le module en fait, ils ne le démontent pas. En fait, ils le laissent comme ça, et quand ils font une révision, ils révisent le 28-24 le mieux possible pour avoir le meilleur résultat d'amplitude, etc. Et ils remettent directement la platine dessus sans même des fois démonter les aiguilles et le cadran. La plupart des horlogers font ça. Donc c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on achète un chrono et en fait les révisions sont faites à moitié. Parce que en fait les horlogers ils osent pas foutre les mains dans ce truc-là qui est quand même une sacrée usine à gaz. Si bien que Dubois des Praz propose des formations pour apprendre à réviser ces modules, parce qu'ils en font plein, ils font outre le 2000 là qui est un mouvement chronographe, un module chronographe, ils font des modules pour le triple quantième, les phases de lune, pour je sais plus qu'est-ce que j'ai vu, les réserves de marche, enfin ils font tout ce genre de choses. Bah, par exemple Ulysse Nardin, ils ont une montre avec un 28-24-2 et un module du bois des Praz qui fait la réserve de marche, et ils vendent ça je sais pas combien en disant ouais c'est l'anniversaire, tout ça, le modèle anniversaire. Le modèle anniversaire c'est la pire horlogerie qu'ils aient fabriquée. Quel anniversaire c'est ça, vraiment? Et malheureusement tous leurs modules sont problématiques d'un point de vue de la maintenance. Bon, je me suis attaqué à Dubois des Praz, mais j'aurais pu faire la même diatribe sur le Valjoux 7750, qui est utilisé par tout le monde. Alors, en plus, chacun le renomme comme il veut. Il a, je sais pas combien de noms, ce calibre, alors que c'est toujours le même. Par exemple, IWC, il a fait la portugaise rattrapante avec une base de 7750. Et tout le monde utilise ce truc, et c'est encore pareil, c'est le nivellement par le bas, en fait. Plus personne ne fabrique de calibre, ne développe de calibre, ils prennent une base et ils rajoutent des trucs dessus. Ou ils en enlèvent, mais c'est... À quel moment on se fout de la gueule autant que ça des consommateurs, en fait? Mais bon, sur le Valjoux 7750, je pourrais faire une histoire entière, que je ne ferai pas. Mais vous avez bien compris ce que je pense de cette espèce de mélange de genres, où en fait on ne dit pas, mais en fait on ne fabrique que des boîtiers, des cadrans et des aiguilles, souvent en Chine d'ailleurs. Donc vous achetez en fait des montres extrêmement chères, de très grandes marques suisses, et en fait vous avez dedans un mouvement qui n'est pas de manufacture, qui vient de chez ETA et Dubois des Praz. Vous avez un cadran qui est fait en Chine, des aiguilles qui sont faites en Chine, voilà. Et on vous parle d'horlogerie suisse et de savoir-faire. Bah, je vous laisse avec ça. Et si vous voulez des noms, vous me contactez et puis je vous dirai, j'ai pas envie de me prendre un procès, mais j'en sais beaucoup. Et j'ai des noms de beaucoup de marques qui font fabriquer leurs habillages en Chine. Voilà, merci de m'avoir écouté m'énerver, et j'espère que je pourrai refaire un podcast assez rapidement. En ce moment, j'ai un rythme dégoûtant. À savoir un podcast tous les 3 ou 6 mois, je sais plus. Bon bref. Mais j'étais le premier à faire des podcasts horlogers en France. Je vous le rappelle juste, vous qui m'écoutez depuis si longtemps. À bientôt.